tu as quitté les montagnes et le Wi-Fi pourri qui règne pour nous rejoindre. Avant tout, je te propose de faire connaissance, comme Johan, toi aussi, tu vas pas y couper, au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Et on va commencer par là, avant de parler de cet exceptionnel livre, Le prodigieux détective. On va en reparler, je vais un peu vous dire ce que j'en ai pensé, mais on va surtout en parler avec toi. Mais avant ça, si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi, en quelques mots? Je serais Mystery de Peter Straub. Enfin, ça me vient tout seul, hein. J'y ai pas réfléchi avant au portrait chinois, mais ça me vient vraiment tout seul. C'est un livre, c'est un roman policier, on va dire, dans le sens large, mais c'est très foisonnant, en fait, et c'est très très bien écrit. En fait, Peter Straub, c'est un auteur surtout de fantastique, qui est un petit peu, on va dire, qui est moins connu que Stephen King, mais qui est son pendant un petit peu, voilà, et qui fait du fantastique. Et là, pour le coup, c'est un roman entièrement policier, comme Stephen King a pu en faire également. Excuse-moi, j'essaie d'enlever juste la lumière que j'ai derrière moi, de me caler. Ouais. Attends, bouge pas. Ça devrait le faire si je fais comme ça. Voilà, je bouge plus. Et donc, c'est un roman extrêmement bien écrit, et c'est un roman policier, noir, social. C'est vachement bien, quoi. Je veux dire, c'est un truc, je m'en lasse pas. Je le relis en général une fois l'an, et j'y trouve toujours des nouveautés, enfin, des trucs qui m'interpellent. Et encore une fois, au niveau littérature, ça pourrait être, c'est de la littérature, quoi. C'est pas juste un roman policier, et pour moi, c'est un grand, grand, grand roman. Donc vraiment, Mystery, je le mets Tout en en haut. haut. Eh ben écoute, je l'ai pas lu, et alors je vais le noter pendant que tu réponds à la question suivante. Parce que comme ça, je le note, parce que ça m'intéresse beaucoup. Si tu étais un format, lequel choisirais-tu? Pas évident. Euh, je suis très très amateur de livres en physique, c'est-à-dire que moi, il me faut le livre en tant qu'objet. Je peux pas lire en fait, je suis pas du tout dématérialisé, hein. Mais c'est pareil pour les films, pour les Blu-ray, il me faut l'objet. Donc, alors après, entre le poche s'emmène très bien à la plage. Par contre, je suis beaucoup plus fan du grand format. Je trouve l'objet plus beau. Donc, je vais rester sur le grand format. Je conçois très bien que le poche, pour des raisons budgétaires, effectivement, bah, on achète un poche et que ça s'emmène à la plage, etc. Mais je reste grand format quand même. Tout le D'où monde d'ailleurs est, le produit qui est sorti en tout le monde est fan du chapeau, hein. Juste pour que tu saches. Je sais pas si tu vois les commentaires dans la chatroom ou Non, pas. je ne les vois pas parce que mon ordinateur, c'est un Apple et j'arrive pas à me connecter. Alors, je sais pas Pas de pourquoi là. J'ai souci, pas réussi à écoute, me connecter. je vais le faire, il n'y a pas de problème, je gère. Mais donc, le chapeau, c'est oui pour tout le monde. Si Ah tu bon? étais une maison Mais je mettrai peut-être en d'édition, salon alors. peut-être. Il y a un truc à Pourquoi pas? creuser. Il y a un truc à creuser. Ouais, ouais. On va en parler. Mais si tu étais une maison d'édition, Ah bah, je peux pas dire autre chose que la Joanie parce que ce serait malvenu d'en dire une autre. Après, je sais très bien, faut pas se voiler la face. Nous, les auteurs, on espère. Euh, voilà, je trahis rien en disant ça. On espère être lu par le plus grand nombre, donc d'être visible par le plus grand nombre. Et ce que proposent effectivement les grosses maisons d'édition qui ont un pignon sur rue, on va dire, hein, c'est effectivement d'être. Je travaille en librairie, donc je vois ce que c'est les offices, c'est-à-dire qu'on balance directement des bouquins en librairie que le libraire prend. Alors après, libre à lui de faire des retours, mais en tout cas, tu es visible. Donc les grosses maisons d'édition, je peux en citer plein, hein. Hugo Thriller. Il y a une petite nouvelle maison d'édition aussi qui va se créer, enfin qui s'est créée, pardon, qui a sorti. Je sais pas si tu vois le Manufacturier de Mathias Copping, oui, vraiment qui a vraiment un très très bon bouquin, alors qui est très très dur, qui est c'est pas à très très mettre dur, sur oui. tous les yeux. Ouais, ouais. Et pardon, qui s'appelle Magnus, édition Magnus, et qui va sortir des bouquins. Et voilà, ce genre de maison d'édition ont des distributeurs. Par exemple, dans les distributeurs, vous avez MDS, Codis, Interforum, ce sont des gros distributeurs qui distribuent, comme leur nom l'indique, dans la France entière. Et là, effectivement, c'est un gros plus. Après, je suis pas en train de me plaindre, hein. Je suis très content chez La Joanie avec cette série-là. Donc, le prodigieux détective et en filigrane, tu as les carnets de bonne allure. Donc, c'est amené à être développé, on va dire, sans rien révéler de spécial. Mais voilà, je pense qu'on espère tous être lus par le plus grand nombre. Donc, avec ce que ça implique, c'est-à-dire les grosses maisons d'édition. Après, j'en fais pas une affaire d'État. Je suis pas malheureux. Je suis pas dans une posture d'auteur frustré non plus. J'ai un boulot à côté, donc moi ça me va bien. J'ai aucun souci avec ça. Si tu étais un Voilà. rayon dans une librairie puisque tu y travailles, tu choisirais Ah bah, laquelle?
Bah, je vais te dire, à ton avis, mon Euh, genre de prédilection reste le roman policier. Alors, sous toutes ses déclinaisons, hein, le polar fantastique, le polar humoristique, parce que j'en ai fait un, en fait, mes 3 bouquins sont vraiment totalement différents, quoi. Mais ce serait le polar dans le sens large. Et si, c'est marrant parce que autant plus jeune, je lisais du fantastique, autant maintenant, je regarde des films fantastiques, mais je sais pas, j'ai perdu le feeling pour en lire. Je sais pas comment dire autre chose. Je lis principalement du polar et de la documentation, mais c'est vraiment le polar, je suis quand même, je baigne dedans, quoi. si tu Donc étais ce un serait le polar. marque-page original, avec quoi marquerais-tu ta page? Eh ben, ah bah tiens, c'est dommage ça. Je peux pas le mettre en ligne. T'as 2 secondes là? Oui, J'arrive. mais évidemment, Ouais, j'arrive. mais évidemment. Et donc, Hello Dilly nous dit les polars et thrillers, c'est ce que j'aime le plus. Bon, je profite de ce petit intermède. Alors, que vais-je dire? Puisqu'on est avec Christophe qui est chez La Joanie, je vous montre ma lecture en cours. Bah, c'est aussi chez La Joanie. Il ne rentre pas ce Pardon, ça te fait soir pas, de hein. Yannick C'est Provo. pas. Mais non, écoute, je meuble avec les copains. C'est ma lecture en cours, tu vois. Bah, reste dans la même maison. Et puis, bah, on aura Yannick Yannick Provo Pro, j'ai entendu, c'est ça. Il ne rentre avec nous. pas ce soir. Il Je ne l'ai dans rentre ma pas page. ce soir. Eh bien, écoute, c'est ma lecture actuelle. Et donc, vu qu'on parlait de La Joanie des éditeurs, je me suis dit, bah, allez, petit intermède. Ton marque-page original. Oh là là, une petite Ce cigogne? serait. Alors attends, est-ce que tu vois? Ouais. Ah bah oui, Ce serait la cigogne noire en fait. explique-nous. En fait, donc je co-organise un salon du polar qui aura lieu, donc la seconde édition aura lieu le 11 septembre prochain, donc à Moultes-Chiche-Beauville, une petite commune de Normandie. Et du coup, bah, à cette occasion, on crée des goodies, des choses comme ça. Et donc cette année, on a fait aussi des marque-pages. Donc, la cigogne, La la cigogne noire. cigogne. On va en parler Voilà. tout à la fin. J'ai prévu cette question parce que je Oui, peux pas oui, m'en non, mais c'était empêcher. un petit Ah mais clin je d'œil, ne, quoi. mais c'est un très très beau marque-page. J'espère que j'en aurai un. Clin d'œil, clin d'œil. Oui, bah, évidemment. Bon. Si tu étais un personnage, Je pense Hercule Poirot parce que, alors je sais que ça fait très cliché parce que, mais en même temps, c'est quand même, c'est pas la reine du crime pour rien, quoi, Agatha Christie. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a marqué quand même, alors je vais pas dire, mais je vais même pas dire toute une génération, mais plusieurs générations, puisque finalement il est intemporel. On le lit, on la lit toujours. Elle a commencé, faut savoir, avec la mystérieuse affaire de Steele en 1920, et finalement on lit toujours Agatha Christie. Enfin, c'est quand même, il y a plein. On parlera du bouquin après, mais il y a plein d'auteurs dont je me réclame qui sont plus du tout connus. Par exemple, John Dixon Kerr, il n'y a pas grand monde qui connaît. Alors, il y en a qui connaissent, hein, les puristes, on va dire. Mais Agatha Christie, mine de rien, elle a commencé en même temps que ces gens-là, mais elle, finalement, elle est restée dans l'inconscient collectif, même pour ceux qui ne l'ont pas lu, et elle est restée en tant que reine du crime quand même pour pour toutes les générations qui sont passées depuis, quoi. Et je trouve que c'est assez dingue. Et Hercule Poirot, est quand même un personnage. Alors son personnage part avec, alors un cran en dessous quand même, Miss Marple et les Beresford, mais c'est quand même un personnage marquant et qui a marqué aussi et la littérature et le cinéma, parce qu'on continue maintenant à faire des adaptations. Donc je pense Hercule Poirot. Après, mon ADN, en fait, il vient de ce que je lisais quand j'étais enfant, ado, et donc c'est passé par les Agatha Christie. Donc Hercule Poirot. et on va bien sûr y revenir. Juste pour info, Yannick sera avec nous le 15 septembre, je crois. Je dis peut-être des bêtises, mais vers septembre. Et je viens juste de commencer, donc j'ai pas d'avis, et donc je vais le lire pour commencer. Si tu étais un temps de conjugaison, cher Christophe. Ah, bah alors là, c'est compliqué parce que mes 3 livres sont vraiment différents et j'écris autant du présent qu'autant du passé. J'ai dû... Ça dépend quel style littéraire j'adopte. En fait, si je veux faire un thriller, je vais entre guillemets naturellement adopter le temps du présent. Pour moi, c'est plus naturel d'écrire comme ça, avec certaines phases aussi au passé, etc. Mais ce sera le temps du présent. Après, si j'écris un livre, pardon, j'ai pas encore écrit de film, mais un livre Bientôt. comme Le Prodigue de Détective, ouais, je sais pas, c'est 2 médiums différents quand même, hein. Mais là, j'utiliserai le temps du passé parce que ça s'impose, parce que ce genre de littérature réclame ce temps-là, enfin, selon moi, hein. Et ouais, non, c'est sûr que c'est ça. Donc je peux pas en choisir un. Ça dépend du style de roman que je vais écrire.
si tu étais une musique ou la bande-son de ton parcours. Une musique de film. En fait, quand j'écris jamais avec des. Enfin, je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui écrivent avec des chansons, enfin avec des chansons, avec des musiques. Euh, Moi, de toute façon, ce sont toujours des musiques de films. C'est soit pendant, mais c'est souvent en fait avant. Je sais pas pourquoi, ça m'inspire. Par exemple, j'ai écrit un thriller là, qui sortira l'année prochaine. J'ai utilisé la musique d'Interstellar. J'adore ce film, hein, mais la musique, je l'adore également. Et il y a des musiques comme ça qui vous inspirent. En fait, c'est un ressenti perso parce que cette musique-là va pas forcément inspirer quelqu'un d'autre, etc. Mais ce sera indubitablement de la musique de film. Après, ça peut être aussi des chansons. Par exemple, je sais que pour un roman, j'ai écouté pas mal de chansons d'Elvis Presley. Je sais pas pourquoi, ça me met dedans. Mais c'est un ressenti, c'est vraiment c'est propre à moi, quoi. Mais souvent, c'est avant, c'est pas pendant. Pendant, ça me perturbe. La musique, encore, ça peut aller, mais il faut vraiment qu'elle soit en sourdine. J'ai besoin d'une bulle d'air, enfin d'une bulle, voilà. Donc c'est souvent avant. Je peux pas l'expliquer plus que ça, en fait. Alors, ce que moi je dois Mais la musique, t'expliquer, c'est que Attraction Duty a récupéré Chin Chin pour 500 points de chaîne et que du coup on fait santé. Je sais pas si t'as de l'eau ou autre chose près de toi, mais n'hésite pas. Donc non, on fait. non, bah, au pire, je sais pas où chercher comme ça. Ah, bah écoute, pas de soucis, mais donc on fait santé pendant que Kiko confirme que Yannick sera bien là le 15 septembre, puis on s'en réjouit. Si tu étais un signe de ponctuation pendant que je bois, lequel choisirais-tu? Eh ben, ce serait, en fait, c'est marrant parce que je crois que dernièrement, j'ai écouté, alors je l'ai vu en replay l'émission avec Amélie de Lima, et je crois que elle, c'était le point virgule, il me semble, hein. Et moi, en fait, j'use beaucoup trop des trois petits points mince, euh, Les trois des petits trois points. petits points. Comme Johan, comme moi. Ouais, On va faire une équipe oui, ce oui, soir. Ah oui, oui, oui. voilà. Et je sais que j'en use et j'en abuse, mais c'est un défaut que j'arrive pas à corriger. Et pour moi, les trois petits points, ils sont légitimes. Ils laissent traîner en fait un instant, ils laissent traîner une réflexion. Et on a beau me dire, les correcteurs vont me dire, non, mais là, c'est pas utile et tout, tu mets un point, moi, je veux mes trois petits points. Alors, c'est pas une question d'ego, hein, c'est que pour moi, c'est légitime dans le cadre de mon roman ou de la phrase, en tout cas, que j'ai amené. Euh, voilà, après, j'ai pas fait d'école de littérature, etc. Peut-être qu'effectivement, elle s'impose pas, mais moi, je le ressens comme ça. Alors, ce serait les trois petits points. Ce serait vraiment tu sais, les points de suspension. Les points de suspension, nous dit Qui Natu de suspendent B. justement l'instant Mais c'est et qui tellement te plus mignon font de dire vivre. trois petits points, sincèrement. Ouais. Et en fait, On- tout à l'heure, je cherchais comment on dit déjà point de suspension. Oui, il est tard, on a le droit. Petite dernière pour la route. Moi, je pense qu'on est parti pour la nuit, hein, les amis. Prenez de Ouais, quoi boire, de quoi manger. On est parti pour un bout de temps. Si tu étais un verbe, parmi tous les verbes qui existent, ou qui n'existent pas, tu peux nous en inventer un, comme non, westerner. si j'étais un verbe, bah, par rapport à ce qu'on écrit, j'aurais tendance à dire que tous les auteurs utilisent le verbe, peut-être un peu plus le verbe tuer. Après, par rapport à ce que je ressens, en fait, ce qui me correspond, c'est apprendre. Parce que, enfin, je dis toujours, plus on écrit, mieux on écrit. Et finalement, on n'arrête pas d'apprendre, quoi. De par nos lectures, parce qu'il y a des choses, des fois, qui nous semblent, qu'on lit et qui nous semblent vraiment pertinentes, qui nous semblent bien amenées, qui nous disent, j'aimerais écrire comme ça. Et finalement, on apprend toujours des autres, quoi. Et ben, le verbe que je pourrais retenir, pardon, c'est le verbe apprendre, finalement. On apprend toujours des autres et des lectures. On apprend toujours des autres. Je vais mettre la couverture de ce livre dans 2 petites secondes, mais j'ai envie de commencer comme ça. Et ça va te parler, si je dis la rapidité c'est bien, mais la précision c'est tout, mon cher Christophe, j'ai envie de te dire que tu as mis dans le mille en ce qui me concerne avec le livre que je vais vous afficher la cover parce qu'elle le mérite, cette cover de Caroline chez les éditions La Joanie. Tu mets dans le mille, je disais c'est un petit ovni, on va en parler, on va détailler évidemment tout ça, mais la première chose que j'ai envie de te dire, et je le dis en dehors, je le dis en live, hein, moi je suis fort comme ça, vous savez, très franc, on s'est rencontrés
tu es venu en dédicace quand moi je dédicaçais. Tu m'as posé 1 million de questions. Bon, on a compris que tu aimes bien parler, mais tu me posais 1 million de questions. Tu étais avec un manuscrit sous le bras. Je me rappelle comme si c'était hier, c'était il y a quelques années. Et je t'ai dit, un jour, tu seras assis à ma place ou à la chaise à côté. Eh ben, j'ai envie de te dire, mais quel plaisir. Quel plaisir de voir ton parcours. On va parler peut-être des autres livres pendant la soirée, Les Loups et l'Agneau, la méthode Venturi. On va parler du prodigieux détective, ça c'est sûr. Mais je vois ton parcours, je vois que tu t'éclates, tu fais des choses différentes, tu bouges pas. Et au final, j'étais tellement content d'avoir raison quand je t'ai dit, un jour, toi là, avec ton petit manuscrit dans les salons qui passait d'un auteur à l'autre, on sentait une passion. Et je t'ai dit, tu peux pas finir autre part, que assis à côté de nous. Et bravo pour ce parcours, il est loin d'être fini, très, très loin d'être fini. Mais c'est vrai que ça me touche vraiment, c'est important. Non, mais moi ça m'a touché déjà pour moi, faut bien se dire que alors, j'avais fait quelques salons en tant que lecteur, mais c'était un autre monde, le fait d'être de l'autre côté de la table. Et pour moi, alors je vous mettais pas tous sur un je vous mettais pas sur un piédestal, c'est pas ça, mais vous aviez une sorte d'aura pour moi un peu, mais vraiment, hein, je dis pas ça, c'est pas une posture, hein, vraiment inaccessible, quoi. Je me disais, j'adorerais. Enfin, on est tous des passionnés, on adore écrire. Après, on a tous des trajectoires différentes. Mais moi, j'ai toujours voulu écrire, par exemple, c'est ça, quoi. Et du coup, je voulais apprendre de vous, dont ces milliards de questions. Je m'en excuse déjà. Mais voilà. C'était cool. C'était cool. Mais ouais, non, mais c'est ça, quoi. En fait, t'as envie de savoir, t'as envie de. Puis moi, j'avais adoré ton roman, quoi. Ne sautez pas. J'ai adoré. Et je l'adore tout le temps. Enfin, ça n'a pas changé, hein. Pourquoi ça changerait? Mais voilà, donc c'est une espèce de soif d'apprendre, et je dis ça sans prétention, hein. Et puis d'échanger, tout simplement, quoi. Donc, merci pour tes mots, Frédéric. Mais avec grand plaisir. Puis on souhaite bonsoir à Winry. Première fois que tu écris sur ce chat, et je pense que tu viens de chez Little Purple Books. Donc merci beaucoup d'avoir la curiosité de venir. On est en pleine interview avec notre ami Christophe Dubourg /CH de Burg, on va y venir. Elodie Lee nous dit, j'ai découvert Christophe grâce à l'interview qu'il a bien voulu m'accorder. On sent qu'il a une forte personnalité, je confirme, et qu'il est unique, je confirme. Mais ma première question, c'est que avec ce livre, et vous le voyez sur la couverture, CH de Burg prend son envol aux éditions La Joanie, tu le disais, avec le prodigieux détective Les Carnets de Bonne Allure. Peux-tu nous pitcher ton petit ovni littéraire? Je sais pas comment tu le résumerais pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi ça parle. En fait, faut savoir que l'histoire se déroule entre 1870 et 1940 aux États-Unis, et elle met en scène un jeune homme, donc de 13 ans, qui s'appelle Virgil Lennox, qui a, un peu comme à cet âge-là, il a peu d'amis. Il a un ami indien qui s'appelle Numaga, et puis il vit chez son père qui tient une auberge. Donc on est dans une petite bourgade poussiéreuse type western qui s'appelle Perfection, mais qui n'a de perfection que le nom. Faut savoir que la vie à l'époque, c'est pas forcément comme les westerns le décrivent. C'est-à-dire qu'on a toujours, les westerns américains, on a toujours l'image des beaux chevaliers blancs, etc., des justiciers. Après, c'était une vie rude, c'était une vie faite de labeur, etc. C'était pas gai. Et donc voilà, il vit donc à Perfection. Et puis le beau jour de ses 13 ans, il est frappé par la foudre. Et là, il se découvre une espèce de don qui ne s'est pas encore bien identifié. Il ne sait pas trop quoi en faire, pardon. Et il sait qu'il y a quelque chose. Et de fil en aiguille, il va être amené à trouver l'amour dans les bras de la belle Millie. Et puis il va aussi migrer, c'est-à-dire qu'il va aller à San Francisco, puis à Los Angeles, puis à New York. Et finalement, il va également donc rencontrer des personnalités de l'époque connues, donc Wyatt Earp, qui était un marshal donc, célèbre pour le fameux règlement de compte à Hockey Corral, qui va être un petit peu son mentor durant un court temps. Et puis il va être amené à rencontrer Harry Houdini, Charlie Chaplin, Buster Keaton, des gens marquants et du nouvel art émergent, un peu le cinéma. Donc
début 1900, début des années 1900. Et donc, il va migrer comme ça à San Francisco, Los Angeles, New York, et puis il va vivre des aventures. Et finalement, son don, il va finalement savoir quoi en faire. Alors, il aura eu les prémices quand même dans sa bourgade, mais il va savoir, il va l'employer en fait à dénouer des affaires criminelles, ce qu'on appelle des crimes impossibles, type un peu mystère en chambre close, si vous voulez. Voilà. Donc c'est un peu l'histoire, c'est son histoire en fait que le livre raconte. Et on va réaborder plein de choses que tu viens d'expliquer là comme ça vite fait, mais première question, pourquoi ce pseudo CH de Burgh? Eh bien, c'est pour une bonne raison. C'était pas pour faire style, regardez, je prends un pseudo. Non, ça, j'en ai vraiment rien à faire. C'est pas le problème. Puis je m'en fichais aussi que les gens se disent, ah bah comment ça se fait. Enfin, c'est Christophe Bureau, il a pas sorti de bouquin, ou c'est CH de Burgh, c'est Christophe Bureau. Enfin, c'était pas le truc. Le truc, c'était vraiment que moi, j'aime beaucoup la littérature des années, allez, on va dire 1900 à 1950, mais enfin, j'aime beaucoup de genres de littérature, mais notamment celle-là. Ce qu'on appelait le murder mystery. Vous aviez en fait des auteurs. Alors le grand public connaît surtout Agatha Christie, Gaston Leroux, donc Mystère de la Chambre jaune, etc. Agatha Christie, hein, vous les connaissez tous, mais ne connaît pas ou connaît beaucoup moins d'autres auteurs tout aussi prolifiques, mais méconnus, voire pas du tout connus en France. Vous aviez par exemple John Dickson Kerr, qui était le spécialiste anglo-saxon, américain en fait, du crime impossible. Vous aviez Gilbert Keith Chesterton, donc avec son père Brown, qui démêlait aussi des affaires impossibles. Il y avait Stanislas André Stiman. Alors, j'en viens au pseudo. Pourquoi CH de Burgh? Parce que ces gens-là, justement, avaient l'habitude de signer leurs livres du nom. Donc, par exemple, Stanislas André Stiman, c'était S.A. Stiman. John Dickson Kerr, J.D. Kerr. Gilbert Keith Chesterton, G.K. Chesterton, etc. Il y a plein d'exemples, en fait, comme ça. Donc je me suis dit, je fais un livre dans ce style littéraire-là, un peu avec un charme un peu suranné. Je me dis, autant jouer le jeu jusqu'au bout, et je vais prendre un pseudo. Donc au début, j'avais pris Chris de Burgh. Je me suis dit, attends, mais ça va pas, non? Chris de Burgh, c'est un chanteur et tout, tu vas pas aller très loin comme ça, on va se poser plein de questions, tu vas être... Donc j'ai décidé de prendre, en fait, c'est H de Burgh, comme a fait J.D. Kerr. Donc, j'ai pas été chercher très loin. Hein. De Burgh, Dubourg. CH, donc Christophe. Donc, CH, Harvey. Donc, Hervé, c'est mon deuxième prénom. Et De Burgh. Donc, voilà. Donc, c'est pour cette raison-là. Et j'ai joué le jeu jusqu'au bout en me disant, tiens, je vais carrément faire une fausse bio de cet auteur-là. Donc voilà, troisième page, en fait, il y a une fausse bio de Christopher Harvey de Burgh. Voilà. Par contre, à la fin du livre, sur le rabat en fait latéral, vous avez le vrai moi, vous avez Christophe Dubourg. Le vrai toi. Et question, parce que ici, tu sais, on décortique un peu le monde des livres, et c'est une question que je me posais, quand tu décides comme ça d'utiliser un pseudo, est-ce qu'il y a des démarches administratives, des choses à vérifier, peut-être que ça n'existe pas déjà, comme tu disais, Chris de Burgh peut-être pas, mais parce que c'est un peu flagrant. Si vous ne connaissez pas, je vous envoie vers YouTube, n'hésitez pas, mais bon, c'est un chanteur. Est-ce qu'il faut déposer pas un brevet, mais est-ce qu'il faut déposer quelque chose qui dit que c'est toi, CH de Burgh? Enfin, on fait quoi quand on veut mettre un pseudo? Bah écoute, on le fait tout seul dans son coin, et puis et honnêtement, tu es le premier à me poser cette question-là. Je me suis jamais posé la question. Je l'ai fait, tu vois. Oui, non, mais c'est bien. C'est bien que tu me poses la question d'ailleurs, mais je me suis pas moi posé la question. Je me suis dit, bah évidemment, je vais pas mettre Chris de Burgh, ça influence les gens. Enfin, c'est pour rien. Puis c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Je veux dire, je vais pas prendre ce pseudo-là qui est déjà un nom connu. Mais honnêtement, je l'ai fait, c'est tout quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas été me dire, est-ce qu'il y a le droit? Parce que pour moi, je me disais, bah, je prends le pseudo que je veux. Je me suis pas dit, est-ce que les autres auteurs qui prennent un pseudo ont besoin de faire une démarche? J'ai même pas réfléchi à ça, je l'ai fait, vraiment. Alors après, je révèle ça, j'espère que ça va pas me poser de problème. Mais non, mais honnêtement, je pense pas. Puis à mon niveau, non, franchement, non. Mais tu sais, il y a beaucoup d'auteurs en même temps en salon. Alors on le voit justement qu'on organise un peu des salons qui en fait sont édités sous un pseudo, mais on pense que c'est leur véritable nom. Il y en a plein comme ça, finalement.
Alors, je reprends Donc, 2 secondes le chat si tu permets. Donc, on parle beaucoup Agatha Christie dans les livres de Steeman. Bah, j'adore cet auteur, nous dit Attraction Duty, L'assassin habite au 21, 6 hommes morts aussi, et un troisième dont je ne me rappelle plus le titre. Je sais pas si tu peux aider. Et alors, alors je vais essayer de te montrer. Winry demandait le rabat où on voit ton vrai toi. En fait, c'est donc sur le livre, donc il y a la couverture à l'arrière, et alors il y a un rabat comme ça. Chez la Joanie, ils font toujours ça. Et là, c'est le vrai. Il a pas son chapeau sur. Non, mais voilà. Et de l'autre côté, chez la Joanie, ils font ça aussi, comme ça vous voyez. Ils mettent donc le rabat, mais de l'autre côté, du côté de la couverture. Vous avez des extraits de. Je sais pas si on voit grand chose, mais des extraits du livre, voilà, qui. Quand on se demande si c'est tentant, au-delà du résumé qui est sur la 4e, eh bien de peut-être déjà donner un ton au livre et donner des avis. Cette couverture est fantastique, presque autant que ce chapeau que j'envie, nous dit Johan. Très très belle couverture. On va en parler parce que la foudre, c'est un peu l'élément déclencheur, on en a parlé. Mais avant, je me disais, puisqu'on parlait des auteurs qui t'inspirent, qui t'ont inspiré, et notamment le changement de nom, je me demandais, que dirais-tu de ces auteurs-là si tu devais les présenter dans une classe, par exemple, à des plus jeunes qui connaissent pas du tout qu'est-ce que tu dirais d'eux? Qu'est-ce qui t'attire chez eux et dans leur œuvre, dans leurs livres? En fait, à la base, je pense que je dirais que ce sont les pères fondateurs en fait du roman policier, en fait. Mais vraiment, je le pense, parce que sans eux, finalement, il n'y aurait pas eu derrière, bien que ça n'ait plus rien à voir, mais le courant, ce qu'on appelait hard-boiled aux États-Unis, des Chandler, des Dashiell Hammett, etc. Mais là, c'était finalement les débuts du roman policier avec, alors il y avait le Chevalier du Pain un peu plus tôt avec Edgar Allan Poe, il y a eu Lecoq aussi, enfin il y a eu quelques Sherlock Holmes évidemment, mais ces romanciers-là, ces auteurs-là, ce sont vraiment les pères fondateurs du roman policier. Alors eux ont vrai dans le roman d'énigmes, le murder mystery, principalement, enfin, souvent le meurtre, le crime, ce qu'on appelle le crime impossible. Euh, et, voilà, pour moi c'est mes racines. J'ai été bercé en fait avec ça, avec Agatha Christie, pardon, et plus tard cela que j'ai découvert après. Mais en fait, c'est une autre approche du roman policier. Alors, effectivement, maintenant, on est habitué à lire du thriller, des choses qui vont vite, qui tapent fort, etc. Moi, j'aime plein de choses, mais je te l'avais déjà dit, j'aime plein de choses à chaque décennie, pas forcément tout, mais plein de choses. Mais j'aime aussi bien du thriller que ce genre de roman, c'est-à-dire que ça me fait des bulles de respiration, ça me fait des bulles d'air. C'est pas la même. En fait, je compare ça à une musique. Quand j'écris ce genre de roman, donc là, je suis sur le second du coup dans cette série-là. Pour moi, c'est une autre musique. C'est une musicalité différente, c'est-à-dire que ça n'a pas le même rythme, ça n'a pas le même style d'écriture, ça réclame pas la même chose. Donc voilà, on peut très bien lire, selon moi, du thriller et lire ce genre de livre. Pour moi, il n'y a pas de souci. Je vais rebondir sur ta réponse, mais c'est important parce que tu le dis, hein, il y a des phrases plus longues, il y a de la description, il y a un autre rythme que dans du thriller qui tabasse, voilà, qui est un peu à la mode pour l'instant. Et tu disais comme une musique. Eh bien, sur papier, vous vous en doutez, c'est vraiment pas fait pour moi, en fait, tous ces ingrédients-là. Et d'ailleurs, je me dis, parce que souvent quand on écrit, on se dit ça en lisant, est-ce que je ferais ça? Est-ce que j'y arriverais? Enfin, c'est des questions un peu bébêtes qu'on se pose. J'y arriverai pas, je m'en sens incapable. Et malgré le fait qu'il y ait des ingrédients qui sur papier sont pas pour moi, j'ai adoré ton livre. Et donc je me disais, est-ce que c'est un style un peu unique que tu aimerais faire revenir à la mode si il n'est plus à la mode? Ça c'est peut-être une autre question, mais est-ce que tu aimerais remettre ça à la mode? Parce que pour moi tu l'as brillamment fait. Et à quel public tu penses que c'est destiné? Parce que de nouveau, quand on me parle de ça, moi je dis a priori c'est pas fait pour moi, ou en tout cas pas tout le temps. C'est vraiment des petites bulles à gauche à droite. Mais en fait j'ai adoré. Ouais. Donc je trouve qu'il y a un côté moderne aussi dedans. Et tu le verrais pour quel public? Parce qu'à mon avis, il faut pas s'arrêter à des idées reçues qu'on pourrait avoir en se disant ok, mais c'est. Ouais. On repart dans les années 20-50. C'est risqué. Ouais, non mais t'as raison, non mais tu as raison.
Après, c'est vrai que à la limite, on peut se dire, ça peut faire peur. On se dit 1870-1940, ah, c'est pas pour moi. Je peux le comprendre, hein. Après, ce qu'il y a, alors j'ai fait en sorte, c'est pas non plus du Hector Malot, du Balzac, etc. C'est-à-dire que j'ai pas chargé en description. J'ai fait en sorte que les descriptions n'alourdissent pas le récit. C'est-à-dire qu'il y en a, mais il y en a finalement peu. Et alors, alors je rebondis sur ta deuxième question avant la troisième. Est-ce que j'aimerais le faire revenir à la mode? Alors, pour moi, honnêtement, j'écris ce que j'ai envie de lire. C'est-à-dire que je suis pas du tout influencé par des courants littéraires, par exemple. Moi, j'ai envie d'écrire ça à l'instant T, comme j'ai eu envie d'écrire La Méthode Venturi, qui est un polar humoristique, donc qui est vraiment une niche pour le coup, à l'instant T, parce que j'ai envie de ce genre de récit. Mais c'est pas un calcul de ma part. Alors après, quand on lise mon livre, évidemment, on est tous contents quand on est lu. Après, c'est pas un désir profond de faire revenir ce style-là. Voilà, c'est parce que moi, c'est une forme de clin d'œil, d'hommage au maître là que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. Et c'est aussi un désir pour moi d'écrire autre chose que du thriller pur et dur ou du polar humoristique. C'est pas pour dire, tu vois, je suis pas, comment dire, je suis pas en train de dire, je suis pas dans une posture en train de dire, regardez ce que je peux faire. Voilà, c'est vraiment mes envies qui me vont alors vers le thriller, et puis j'y retourne d'ailleurs en 2023, donc avec Les Loups et l'Agneau et avec sa suite en 2023. 2 vers le polar humoristique et 3 vers le roman, on va dire pseudo-historique. C'est pas vraiment historique, c'est une période historique, mais c'est pas. Pour moi, il est digeste, quoi. Voilà, enfin, sans prétention, je dis ça. J'espère que les lecteurs aussi le trouvent digeste. Après, je suis pas conscient, enfin en tout cas de comment dire, je suis pas, c'est pas un désir de le faire revenir à la mode, c'est moi vraiment, je voulais l'écrire de cette façon-là parce que pour moi ça s'imposait de l'écrire de cette façon-là. Après, pour que les lecteurs, comment faire envie aux lecteurs, là honnêtement, je suis pas un commercial en fait là-dessus, tu vois. Mhm. Je me dis, lisez peut-être la quatrième de couverture, ça vous donnera envie ou pas. Après, c'est vrai qu'il y a alors, je suis mauvais commercial en fait. Il y a plein de livres, hein. Si vous aimez pas celui-là, vous en lirez d'autres, c'est vrai. Mais moi, c'est vraiment, ça me tenait à cœur en fait d'écrire ça parce que j'ai tellement lu ce genre de littérature-là que j'adore, vraiment personnellement, que je voulais écrire quelque chose comme ça, quelque chose qui m'a fait. En fait, ça m'a fait aimer les livres, quoi, cette littérature-là, parce que j'avais la chance d'avoir une tante, que j'ai toujours, mais une tante qui, au lieu de m'offrir des jouets à Noël, m'offrait des livres. Ça a commencé. Alors, je suis un cliché ambulant, hein, mais Bibliothèque Rose, Berthe, Agatha Christie, et puis après, les auteurs dont je te parlais. Du coup, j'ai été baigné là-dedans. Donc, enfin, aussi là-dedans, avec aussi en parallèle d'autres romans, hein, les Jules Verne, etc. Mais pour moi, c'est un peu, voilà, c'est un peu à la frontière, enfin, c'est un peu un confluent des genres, le roman d'aventure, le roman policier style Crime Impossible. J'aimais bien ça, et le fait que ça se déroule aux États-Unis aussi, j'aimais bien ça, parce que finalement, c'était un genre assez anglo-saxon et souvent anglais. C'est-à-dire que souvent, ça se déroulait en Angleterre, etc. Et je voulais un peu délocaliser l'intrigue. Voilà. Et donc on Donc, dit pourquoi est-ce que sur papier c'est pas pour moi. A priori moi quand j'écris je vais plutôt droit au but, des phrases très courtes au présent. Il y a très très peu de descriptions. Ici je justement fais ça dans le thriller, moi. Ouais, je fais voilà ça dans le thriller. et justement sur papier, quand on prend la définition de ces livres des années 20, 50 que tu décrivais, on voit des plus longues phrases, on voit de la description. Donc en tant que lecteur, Ouais, ça peut m'arrêter, et en fait pas du tout. Parce que comme tu disais, ouais. j'ai l'impression, mais avec ma culture à moi, donc elle est toute relative, mais que tu as modernisé ça, comme tu dis, pour que ce soit pas indigeste. Donc on mange pas de la Ouais. description, franchement c'est très très rythmé, mais il y a un Alors côté... ça, c'est toi qui le ressens Oui, comme ça, parce c'est que très moi, j'ai pas eu subjectif, l'impression oui, de ça, en fait. oui. J'ai l'impression, alors que je faisais pas du tout un copier-coller, c'est pas du tout ça et c'est pas le but, heureusement, mais que, en fait, que alors, je m'étais imprégné de ce style-là et que j'essayais de refaire en gros pareil, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai Oui, pas eu oui. l'impression de le moderniser. Pour moi, je me coulais dans le moule, voilà. En fait, c'est ça Ouais. le mot.
Mais surtout au niveau des descriptions. Pour le reste, je suis complètement d'accord. Au niveau des descriptions, je trouve que c'est allégé par rapport à certaines choses. Ouais. Et d'ailleurs, quand on prend les retours de lecture que j'ai vu passer, qui s'accumulent tout doucement, et on en veut d'autres, il y a un mot qui... Alors ça me fait rire parce qu'il est charmant, ce mot. On en parlait un petit peu. Il y a un mot qui revient très très souvent et... Voilà, désuet. Et c'est vrai que quand on entend que c'est un style désuet, ça donne une impression que c'est péjoratif et que c'est négatif. Mais en fait, moi, je parle de nostalgie, de couleurs un peu... Vous voyez, le côté photo un peu sépia, le côté un peu vintage, c'est pas du tout désuet, péjoratif, mais c'est vrai que c'est un mot qui revient. Je voulais ton avis là-dessus. C'est un mot qui... Est-ce que ça colle à... C'est devenu péjoratif, ouais. Moi, j'aime bien ce mot-là. Honnêtement, je le prends au sens premier. C'est un charme suranné, désuet, ouais, voilà. On n'écrit plus comme ça. Après, effectivement, j'ai fait en sorte d'alléger les descriptions parce que c'est pareil. Les bouquins, les livres, comme pouvait en écrire Balzac, etc., qui étaient vraiment, vraiment très descriptifs, ça passerait plus maintenant. C'est-à-dire que le lecteur est habitué à lire beaucoup plus vite, à lire même des fois en diagonale, et aussi à passer outre. C'est vrai que c'est lourd les descriptions. Donc voilà. Après, tu vois, maintenant dans le thriller ou dans les romans contemporains, on va dire, dans le sens large, on a l'habitude de présenter les personnages dans l'action. Avant, ce qu'on faisait, on décrivait un personnage avant l'action. En fait, c'est deux choses différentes. Et donc, le produit détective est fait comme ça. C'est-à-dire que souvent, je décris le personnage avant l'action. Donc, c'est une musique différente de par ça. Et aussi, c'est ce qui fait aussi son charme suranné. Alors, il y a aussi les termes qui sont employés. Évidemment, tu emploies des termes de l'époque où, par exemple, tu vois, genre, alors, c'est pas dans ce roman-là, c'est dans le prochain, si je dis billevesée, plus grand monde ne sait ce que ça veut dire, billevesée. Ça veut dire, en fait, alors je sais pas, il y a peut-être, quoi que je vais laisser, je dirai après, sinon il y a peut-être on va laisser chercher, des auditeurs qui savent ce que ça veut dire, mais c'est plus employé. Il y a plein de mots comme ça, des vieux termes, des vieux français qui ne sont plus employés. Et ça participe au charme, selon moi, d'un récit. Si tu veux l'ancrer dans une certaine période, moi, mon truc, c'était, à la base, mon credo, c'est que je voulais que le lecteur puisse se dire, à la limite, ça aurait pu être écrit dans les années 20, tu vois. Alors, ça, c'était mon truc, c'est ce que je me disais. Après, pour ça, il faut que tu emploies des bonnes tournures de phrases que tu n'emploierais plus maintenant, pardon. Et puis des mots aussi qui sont plus usités, par exemple. Et Attraction Duty nous dit des paroles qui sont vides de sens, me semble-t-il. Bravo Attraction Duty. Oui. Et bonsoir Fredo, quête de couve, qui nous a rejoint. Ravi de t'avoir avec nous. Je propose qu'on passe au genre, parce qu'on en a parlé avec le pitch et autres. J'ai été chercher la vie de quelqu'un, parce que j'avais envie de vous le lire, il résume bien ce que j'en ai pensé aussi. Et c'est l'ami Sébastien Petroski Stanislas, vous connaissez pour ses livres. Je vais vous lire ce qu'il a mis. Ouvrez les guillemets. J'aime bien les inclassables. Et avant de mettre une étiquette sur ce roman, tu peux t'accrocher. Tu as du western, du policier, de l'aventure, de l'histoire, un peu, mais alors vraiment un peu, de surnaturel. Bref, pas mal de genres qui pourraient vite faire un bouquin indigeste. La littérature, c'est comme la bonne cuisine, faut pas déconner sur les ingrédients. S'il y en a trop, qu'ils sont mal dosés, c'est vite indigeste. Mais, il y a un grand mais, C.H. de Burgh a su faire. Ce livre, est-ce que c'est un peu la somme de tout du lecteur que tu es, finalement? Oui, je pense. Alors après, alors ça reste très, ça reste très ancré dans le... C'est très cartésien comme livre. Alors, faut pas que l'aspect surnaturel, par exemple, fasse peur. Il y a, il n'y a pas de surnaturel, vraiment. Il n'y a pas de surnaturel, en fait. C'est toujours très ancré dans la réalité, ma réalité de l'époque, telle que je la vois, du moins, et telle que mes personnages la traversent. Mais voilà. Excuse-moi, c'était quoi ta question? Je t'adore. Je disais, est-ce que tu vois tous ces genres qu'on a cités, parce que je crois qu'à la base, t'étais parti sur un western. Puis, comme le dit très bien Seb,
t'es un peu parti à gauche à droite parce que c'est comme ça que c'est venu. Mais je me disais, quand on te parle un peu, on sait que t'as une grosse culture sur plein de genres, plein de choses. Tu t'es fait plaisir, quoi. T'es parti un peu en freestyle en disant je vais tracer la vie de mon personnage et on est parti, il va se passer plein de choses. On va croiser des genres très très différents. Je me disais finalement, ça doit être en partie la somme du lecteur que tu es. Oui, non, mais c'est ça, c'est la somme du lecteur et puis de l'amateur de cinéma, etc. J'adore par exemple tous les vieux films noir et blanc, mais j'adore aussi les contemporains, hein, mais j'adore, de la même manière que j'adore la littérature plus ancienne, pour les années 20, etc. J'adore les vieux films des années 30, 40, 50, j'adore tout ça, c'est mon ADN, j'adore les westerns. Et effectivement, je pense que c'est la somme de toutes ces références-là, de tout ce que j'ai aimé, tout simplement. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais pendant ce temps-là, dans le chat, on est fan de mots à l'ancienne, donc t'as de beaux jours devant toi, j'ai envie de dire, parce que on a dû... Il y a le deuxième, là, je me sens vieille parce que j'aime ces vieux mots, bilvesé, vétuste, etc., nous dit Winry. Ouais. Je l'utilise souvent, baliverne aussi. Oui, Bref, il y a quand même... Il y a du charme là-dedans, et donc les gens aiment bien. Oui, mais je pense que c'est ça. Alors après, comme je te le disais tout à l'heure, c'est pas un choix conscient de ma part de dire les gens vont aimer, tu vois. C'est vraiment moi, j'adore ça, quoi. Donc, de toute façon, on est tous des passionnés. On écrit sur ce qu'on aime, sur ce qu'on aimerait lire. Voilà. Donc, on peut pas moi, je pense comme ça. On ne peut pas écrire si on ne croit pas en ce qu'on écrit et si on n'aime pas ce qu'on écrit. Comme je te disais tout à l'heure, j'étais parti, comme tu me le rappelais plutôt, j'étais parti pour faire un pur western, donc de A à Z. Hein, ça devait commencer ça devait commencer aux États-Unis. Je vais y arriver. Ça devait commencer en 1870, ça devait se terminer en 1895 à peu près, et ça devait rester vraiment western. Mais comme je ne fais pas de plan, beaucoup quand même d'auteurs à ne pas faire de plan, et ben très rapidement, je me suis aperçu que je voulais... ça fait cliché de dire ça, mais finalement, c'est quand même vrai. Comme tout cliché, ça se base sur une certaine réalité. C'est-à-dire que c'est ton personnage qui te guide, finalement. C'est-à-dire que au fur et à mesure de ses actions, tu se dessines un peu son parcours. C'est-à-dire que tu vas le faire aller à droite, finalement, alors que tu avais prévu d'aller le faire à gauche. Parce que psychologiquement ou par rapport à ton intrigue, tu vas trouver ça beaucoup plus pertinent d'aller le faire, d'aller dans la voie que tu n'aurais pas forcément choisi, tu n'avais pas prévu au début. Donc voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que tu me disais comme question? Écoute, là, cette fois, je je suis désolé. Non, mais écoute, c'est très très bien comme ça. En fait, tu disais pas de plan, et pareil pour ce soir. Ouais, tu vois, mais c'est intéressant de voir que tu travailles sans ça. C'était une de mes questions, donc on la garde en tête, hein, comme ça c'est bien. Ouais. Tu as parlé beaucoup de crimes impossibles, de mystères en chambre close, de romans à énigmes. Est-ce que tu peux expliquer en gros à quoi ça correspond pour les gens qui ne savent pas du tout, ou qui n'en auraient pas lu, ou qui découvrent ce genre crime impossible? C'est quoi un crime impossible? Crime impossible, c'est... Alors Gaston Leroux a fait ça avec le mystère à la chambre jaune, il y en a plein d'autres exemples, notamment avec John Dixon Pierre, qui est vraiment le roi du crime impossible, mais vraiment. Le crime impossible, c'est ce qu'on appelle aussi le mystère en chambre close, c'est-à-dire qu'un crime va être commis dans une chambre qui est complètement fermée, dont la porte est fermée à clé, on ne peut pas passer par l'âtre de la cheminée, les fenêtres, etc. On ne peut pas passer. Pourtant, un crime a été commis. Par exemple, quelqu'un a été poignardé. Il n'y a personne d'autre que la victime dans la pièce. Comment c'est possible? C'est ce genre-là, par exemple. Alors, il y a plein de déclinaisons, hein, mais c'est ça. En gros, c'est comment cette personne a-t-elle pu être tuée alors que personne n'a pu entrer dans la pièce et en sortir. Et ça, ton personnage en joue énormément. Ça va en intéresser plus d'un, et puisqu'on est entre nous, ça existe le crime parfait? T'as trouvé quelque chose? Le crime parfait, oui, ça existe. Je pense que c'est l'assassin parfait qui n'existe pas. C'est-à-dire que en fait, c'est après coup, je pense que c'est l'assassin qui fait une erreur, qui laisse une preuve, mais le crime parfait, ouais, je pense qu'il doit. De toute façon, le crime parfait, oui, il existe. Hein. C'est très facile de faire passer. j'ai plein de trucs. Je vais pas dire ça là, mais il y a plein de trucs pour faire un crime parfait. Oui, il existe. Hein. Après, c'est à l'assassin, dans sa vie de tous les jours, de pas
et ben, d'être psychologiquement fort. On dirait que je fais un manuel pour un serial killer, hein, mais voilà, d'avoir assez d'aplomb, etc., pour tenir tête aux interrogatoires, si jamais voilà, il est mis en cause, etc. Mais le crime parfait, oui, il existe, oui. On va essayer de creuser encore. On voit la couverture de ce livre, Le prodigieux détective. C'est un orage qui change tout, c'est un peu le côté déclencheur. C'est la petite touche surnaturelle, parce que j'ai vu aussi certaines chroniques en parler. C'est assez... ça dure pas très longtemps, du coup, dans le livre, ce côté surnaturel, donc que ça bloque pas les gens qui se diraient « Oh mon Dieu, c'est surnaturel ». Mais il y a un côté, voilà, cet éclair et cet orage. Tu avais besoin de cet ingrédient qui, tu le disais dans le pitch, va donner le don à ce personnage. Oui, bah oui, parce que finalement, c'est l'élément qui déclenche finalement sa vie au personnage. C'est-à-dire toute sa vie future, enfin après donc cet élément-là va être, c'est régenté en fait par ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'il a été frappé par la foudre un beau jour au pied d'un arbre, donc il a été coupé en deux tel Excalibur. Niveau vertical, enfin en vertical, et du coup c'est l'élément déclencheur qui régentera sa vie future. Et pour moi, oui, c'est absolument indispensable. C'est indispensable, ouais. Et ça, je l'ai eu très tôt en fait. Par rapport au reste du roman, je l'ai écrit très tôt. J'ai d'abord en fait commencé par voilà, un jeune homme qui vivait, donc je voulais faire vraiment un western au début, par un homme qui vivait, un jeune homme pardon, qui vivait à Perfection avec son ami indien. Alors c'est pareil, dans ma tête, j'ai beaucoup lu, alors j'ai toujours Mark Twain par exemple, il y a Huckleberry Finn, il y a Tom Sawyer, etc. J'ai lu tout ça. Donc dans ma tête, forcément, je suis impacté par ce que j'ai lu. Il s'agit pas de copier, il s'agit de faire un clin d'œil, de rendre hommage, de ces choses-là, quoi. Et donc, j'ai l'habitude de le dire, et je dois saouler tout le monde à force, mais on est la somme de toutes nos références. Donc moi, j'aimais beaucoup ça, en fait, une espèce d'amitié platonique entre un jeune cow-boy, voilà, qui aide son père à l'auberge, et un Indien, en fait, qui arrive dans sa vie comme ça. Et puis ils vont commencer à faire les 400 coups comme ça. Et donc jusqu'au jour, un beau jour donc dans les années 1870, donc où la foudre frappe Virgil Lennox, donc le personnage principal, le jour de ses 13 ans, enfin l'année de ses 13 ans, pardon. Et voilà, donc oui, c'était indispensable. C'est vraiment tout ce qui déclenche le reste de l'aventure. Et Virgil Lennox, tu en parles un peu, c'est un peu, beaucoup ou passionnément toi? Non, c'est pas. Non, à la limite, non. Ce qui était moi, c'était par exemple Venturi. Dans la méthode Venturi, c'était vraiment moi. Là, Lennox, non. Je fais un mix en fait entre, bah, justement, je te parlais de Tom Sawyer, Huckleberry Finn. C'est plutôt un mix de ces personnages-là. Et puis d'un jeune homme un peu qui va se trouver embringué dans des histoires qu'il maîtrise pas tout le temps. Et voilà, quoi. C'est plus ça. J'ai du mal en fait à parler parce que je peux pas trop en dire. Non, faut pas trop en dire. Trucs, hein. Non, mais ouais, voilà ce que je peux dire. Mais c'est pas moi. C'est-à-dire que c'est moi peut-être dans le côté aventureux, enfin, les 400 coups quand j'étais plus jeune, etc. Oui, dans une certaine mesure, mais pas de cette manière-là non plus. Donc non, si je devais me rapprocher d'un personnage, enfin, vraiment que j'ai écrit, ce serait plus Venturi. Vraiment, là, pour le coup, je peux pas dire mieux que ça. Ouais. Moi, c'est marrant parce que je trouvais, sans trop en révéler, il a un petit flegme anglais par moment. Tu vois. De Virgil Lennox. Ah oui. Tu vois, il a des traits de caractère comme ça. En anglais. Ouais. L'érudit anglais, comme il l'appelle. Et du coup, oui, alors c'est vrai qu'il a un flegme aussi, et puis, mais bon, il a un côté canaille, il a un côté, ouais, non, mais t'as raison aussi, ouais, t'as raison aussi. Et donc, vous qui écoutez, bah, si vous aimez ce personnage-là, en fait, va enquêter sur ce qu'on disait des crimes impossibles. On n'en dit pas plus, parce que c'est pas marrant sinon, mais c'est vraiment chouette à suivre, en fait, parce que voilà, il a ce don, il sait pas trop quoi en faire, donc ça évolue. Il y a beaucoup de... Tu aurais pu... Je me suis dit, ça me fait penser à C'est dans la boîte par moment, parce qu'il y a chaque fois des enquêtes différentes, et donc c'est assez amusant. Mais les deux aspects principaux, c'est peut-être ça.
il y a le lieu, le temps, donc plutôt États-Unis, perfection, on va en parler. Le temps, on en a beaucoup parlé, on est situé dans les années début 1900. Mais oui, ce côté nouvelle, je me suis dit, tiens, en fait, on en a pour son argent avec ce livre. Parce qu'il se passe tellement de choses que, voilà, il fait une enquête, puis il en fait une autre, puis une autre, puis une autre. Ça se passe toujours différemment. Donc, on s'ennuie pas. Et tu t'es amusé aussi à explorer plein de choses, j'imagine. Il faut varier les plaisirs aussi. Quand t'écris, t'as envie aussi enfin, tu peux pas répéter non plus les mêmes choses, puis ça fonctionnerait pas. Mais ce que je voulais aussi, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, ça se déroule donc la deuxième partie, on va dire, début 1900. Et là, c'est vraiment, il y a le nouvel art émergent qui s'appelle le cinéma, donc le cinématographe et le début d'Hollywood, Hollywoodland, alors qu'elle allait se structurer une quinzaine d'années après. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a aussi Harry Houdini, donc qui était un grand magicien, enfin, tout le monde connaît, hein, mais qui était peut-être le plus grand magicien du siècle, hein, puisque euh, enfin, voilà, et on en parle tout le temps. Houdini, c'est pareil, c'est comme Charlie Chaplin. Et du coup, il y avait pas mal de choses comme ça, d'événements, alors d'art donc émergent et d'événements aussi majeurs. Par exemple, tout le monde connaît le naufrage du Titanic en 1912. Mais peu de monde, alors en France, va connaître, je pense, le grand incendie, enfin le grand tremblement de terre à San Francisco en 1906. Et pourtant, c'était un truc assez monstrueux, quoi. Et en fait, le fait de déplacer mon personnage comme ça, d'état en état, ça permettait déjà, ça pose des jalons, et ça permettait aussi de lui faire traverser des périodes de l'histoire pas forcément roses, voilà, dans ces années-là, et de lui faire connaître aussi, et ben voilà, les débuts du cinéma. Moi, j'adore le cinéma, donc je pouvais pas ne pas mettre du cinéma dans mon bouquin. C'est pas, j'ai toujours du mal à ne pas en mettre du cinéma dans mes bouquins, mais là, ça s'imposait, quoi. Et effectivement, je lui ai fait rencontrer Charlie Chaplin notamment. Et donc, croiser des personnages comme Houdini, Buster Keaton, Charlie Chaplin, tu en parlais, c'est une belle brochette de second rôle. On se fait plaisir, Oui, Monsieur Dubourg. c'est des seconds rôles. Après, c'est des seconds rôles. Après, je me dis, pourquoi pas, quoi. Je veux dire, Virgil Lennox est certes un personnage fictif, mais pourquoi pas inclure la petite histoire dans la grande histoire. Enfin, c'est pas prétentieux, hein, que de dire ça. C'est-à-dire que l'écriture, elle permet de s'amuser. Ben, allons-y, quoi. Enfin, pourquoi se mettre osons, et puis après, effectivement, bah, faut se documenter. Alors moi, je suis passionné aussi de Charlie Chaplin, donc j'aime beaucoup, enfin voilà, je connais, mais on connaît souvent en général, on connaît pas forcément dans le détail. C'est normal. Après, bah, on se documente, et ce qui est passionnant aussi dans ce métier-là, enfin le fait de d'écrire des bouquins, c'est tout ce qui se passe en amont, la documentation. Mais moi, j'adore ça, personnellement. Ça veut pas dire on se documente sur beaucoup de choses, ça veut pas dire qu'on va prendre tout ce qu'on, enfin, on va pas écrire sur tout ce qu'on s'est documenté, mais c'est une base et tu pioches. Mais moi, c'est génial, j'adore. Et le mix fiction-réalité, dans les parties, par exemple, avec Houdini, c'est une partie du livre, avec Charlie Chaplin, avec d'autres. Tout est vrai, il y a des choses Alors, que tu oui, as aménagées pour que ça colle, parce que Virgil Lennox, lui, est un personnage inventé. oui. Est-ce qu'il y a une part de... Voilà, quelle est la part de réalité Alors, et de la part de fiction? réalité, c'est tout ce que disent avoir fait ou tout ce que font Chaplin, Houdini, etc. Après, quand ils sont en présence de Lennox, évidemment, ça ne s'est jamais passé. Tu vois. Mais sinon, tout ce qu'ils disent au niveau des, par exemple, quand il parle de sa femme, enfin Chaplin, qu'on parle de sa femme, quand il évoque les films, etc., ou quand Lennox, lui, parle des films de Chaplin, tout ça est vrai. Après, évidemment, les interactions entre Lennox et Chaplin, ou Lennox Keaton, Lennox Houdini, n'ont jamais eu lieu puisque Lennox n'existe pas. Mais je fais en sorte qu'on pense qu'elle aurait pu avoir lieu, quoi. Et ça marche plutôt très très bien, hein, parce que Ouais, en fait, j'ai pas de recul. Enfin, c'est compliqué d'avoir un recul en tant qu'auteur quand on a. Enfin, moi, j'ai toujours eu pour moi, c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai pas le recul sur ce que j'ai écrit. Je me dis bon bah c'est bien, c'est pas bien. Donc bon, voilà. Bah, je sais pas. Ça, c'est les lecteurs qui peuvent me le dire. Honnêtement, j'ai pas ce recul-là. J'arrive pas à l'avoir. J'arrive pas à me dire c'est plausible, c'est improbable, je sais pas. parce que Honnêtement, je le sais pas. sentiment par rapport à ces personnages-là, secondaires mais qui le sont pas vraiment, c'est
Ouais, on passe du temps avec eux, on apprend des choses, parce qu'on croise des noms tout d'un coup très connus. Enfin, moi, après, il est écrit sur la 4 de couve, donc j'étais pas surpris de croiser Houdini Ouais. dans le livre, mais on se dit, ah ouais, quand même, et on apprend des choses. Après, on se demande si c'est vrai ou pas, donc on se documente aussi. Mais je me disais, comment ça se passe? Parce que tu dis, tu adores les recherches en amont. Ouais. Tu fais quoi? Ça, on fait Mais comment j'ai lu quand on plein est de auteur? bouquins d'Houdini. Bouquin? Bah, concrètement, Oui. alors il y a Internet, hein, mais alors je travaille dans une librairie, donc honnêtement, alors, je disais tout à l'heure en préambule, j'adore avoir l'objet livre, donc je les achète, les bouquins. J'ai même du mal à aller en bibliothèque, il faut que je les ai. C'est maladif, mais c'est comme ça. Donc j'ai acheté plein de bouquins d'Houdini, plein de bouquins de Chaplin. Enfin, j'ai 3 bouquins d'Houdini, j'ai 3 bouquins de Chaplin. J'ai des trucs sur le western, j'en ai plein aussi, enfin sur l'Ouest américain plutôt. Le western est un genre cinématographique, mais voilà. Donc je me suis documenté à fond pour coller vraiment au plus près, un, et de la vie de l'époque, et deux, de la vie des personnages que je mettais en scène, et qui finalement ne m'appartiennent pas, quoi, ceux-là. Ils sont dans le domaine public, mais sous prétexte de la fiction, tu peux pas faire n'importe quoi à tes personnages non plus, quoi. Et moi, ce que je voulais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, je voulais qu'on ait l'impression un peu que le roman ait pu être écrit dans ces années-là, et donc, comme je fais intervenir des personnages ayant réellement existé, je me dois, entre guillemets, hein, c'est un peu fort ce que je dis, mais de leur faire honneur, quoi. Voilà. Enfin, bon, donc on se documente. Ouais, clairement. Ouais. Mais il faut, de toute façon, tu vois, le prochain bouquin, c'est un thriller pur et dur. Il me fallait une autopsie, bah j'ai été voir quoi, un médecin légiste. Enfin, c'est bête, mais c'est ça qu'il faut faire. Enfin, je veux dire, enfin, de mon point de vue. Donc, j'ai été voir un médecin légiste. Et parce que ça intéresse toujours les gens qui nous écoutent, c'est facile, voilà, tu dis par exemple j'ai besoin d'un médecin légiste, est-ce que c'est facile de trouver un médecin légiste qui va te répondre? Ou est-ce que c'est Eh plutôt ben, compliqué? en fait, j'ai eu la chance d'avoir l'ami d'un ami qui avait un ami qui était cardiologue au CHU, donc de Caen, où j'habite, et que le cardiologue connaissait très bien le médecin légiste du CHU. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai pu avoir un rendez-vous, 2 rendez-vous même avec lui et tout, et puis il a été d'une aide précieuse. Et comme on dit, c'est un peu le médecin légiste, faut savoir que c'est comme Paris Match, hein, c'est le poids des mots, c'est le choc des photos. C'est-à-dire qu'il vous demande au départ, ça va, vous êtes bien armé, vous supportez. Ouais, ouais, sans problème et tout. Puis il te balance un fichier comme ça, et puis, ah oui, quand même, disons que c'est différent. Quand tu vois à l'écran que ce ne sont pas des effets spéciaux, que ce sont des vrais corps démembrés, etc., que tu as devant toi, et non pas donc du latex, etc., forcément, ça fait quelque chose. Ça t'impacte quand même. Mais c'est des mines, c'est des puits d'informations, et puis c'est- ah, pour moi qui avait besoin, j'avais besoin que mes personnages, voilà, assistent à une autopsie. Je pouvais pas me passer d'un médecin légiste. Moi, je suis là-bas, je travaille en librairie, quoi. Je suis pas du tout médecin, je suis pas légiste, je suis pas flic. Pareil pour les flics, j'avais besoin aussi j'avais une équipe de flics, etc. Donc il fallait que ouais, il fallait savoir comment ça se passait. En plus, ça se déroule en 86, donc bref, j'avais d'autres problématiques aussi de l'époque. Mais tu te renseignes, en fait, c'est assez simple. Après, bah, finalement, alors ça met plus ou moins de temps, mais finalement, tu arrives à trouver les bonnes personnes qui arrivent à te renseigner, quoi. Donc Et pour le médecin légiste, oui, ça a été vite parce que voilà, je connaissais un ami d'un parce que ami. l'ami d'ami de l'ami de l'ami peut toujours être. Ouais. C'est un travail de recherche impressionnant quand même. Il faut aimer ça, je pense. Ça, c'est la Ouais, base. mais Et puis, c'est dur, il mais faut que les portos. Moi, pour l'anecdote, je m'étais dit un jour, il faut que je suive une patrouille de police. Et j'avais ouais. demandé, et on m'a répondu, et les gars, on n'est pas dans Castle ici, hein. Ouais. Enfin, non, mais moi, je pensais que j'allais signer un papier, avoir mon gilet pare-balles avec Oui. écrivain marqué dessus, et qu'on était parti. Ouais. On m'a juste remballé en disant non merci. Donc parfois vous avez quand même des choses où on vous bloque, mais il y a Oui. moyen, par des amis, des amis, des amis. On a des sources comme ça, c'est toujours intéressant. Après, c'est vrai que t'as aussi une espèce de réserve que tu te mets. Enfin, tu te mets des barrières naturellement parce que tu dis bon, je vais aller les voir, mais ils vont me prendre pour qui, quoi. Ils vont me dire oui, oui, vous êtes auteur, oui, d'accord. Enfin, tu te sens pas être légitime en fait à aller les voir. Mais finalement, je me dis bon, faut oser. Au pire, tu prends un nom et puis tu vas voir quelqu'un d'autre. Mais voilà, si tu veux faire un récit qui est sinon possible, au moins plausible, t'es obligé de te renseigner, quoi.
Enfin, pour moi, hein, c'est mon credo. Après, si, je sais que par exemple, Fred Vargas fait ça très bien, mais elle est plus sur l'aspect policier, mais ses côtés poétiques, etc. Alors, au niveau procédure, a priori, il y a rien qui va. Et par contre, c'est super bien écrit, et donc ça passe, quoi. Et son credo, c'est pas de viser les procédures justes, c'est de viser la poésie de l'intrigue, etc. Donc c'est un autre credo, quoi. Et je le comprends aussi, hein. Mais moi, je ne saurais pas faire ce qu'elle fait, donc je fais à ma manière. Donc je me renseigne. Et donc, en résumé, hein, pour cette époque, tu le disais, c'est l'émergence de plein de choses. On parle de magie, on parle du cinéma, vraiment les arts émergents. On parle Oui, aussi oui, de oui. grands moments de l'histoire des États-Unis, ce qui nous emmène au fait que tu as placé tout ça aux États-Unis, un petit voyage. Oui. Et c'est vrai que, alors, tu vas peut-être me corriger, mais je pensais que tout ce qui était mystère en chambre close, ça avait un côté plutôt anglo-saxon, historiquement. Et je me suis dit, tiens, il s'amuse à casser les codes en emmenant tout ça du côté États-Unis. Je me disais, tiens, il doit y avoir des raisons, hein. Et donc je me disais, quelles sont-elles? Pour justement peut-être surprendre, ou parce que ça t'amusait d'aller une fois aux États-Unis, ou parce que tu y as déjà été et que tu avais envie d'utiliser des choses. Bref, je me demandais ce qui s'était passé à ce moment-là dans ta Non, tête. alors, alors, tu as t'as raison dans le sens où tout ce qui est murder mystery, crime impossible, c'est un genre anglo-saxon, mais un genre plutôt anglais. Alors, il faut savoir que John Dixon Kerr était américain, mais écrivait majoritairement des intrigues qui se déroulaient en Angleterre. À quelques exceptions près, il a toujours écrit des intrigues en Angleterre. Et ils étaient beaucoup en fait à faire ça. Et moi, je me disais, alors, pour répondre à ta dernière question, j'ai jamais été en fait aux États-Unis, donc je me suis renseigné aussi un petit peu les Ok. États, etc., là où ça se déroule. Il faudrait que j'y aille un jour parce que j'adorerais y aller, il faut absolument que j'y aille. Et là, j'y ai pas été, et du coup, bah, tu te renseignes aussi sur les États-Unis, donc c'est vrai que j'avais beaucoup de bibles comme ça, voilà, à prendre en compte. Mais voilà, le genre crime impossible, effectivement, c'est assez ancré en fait dans la culture anglaise. Et il y a finalement peu de récits qui ont pris les États-Unis comme champ de bataille, on va dire, comme terre d'accueil. Et moi, ce que j'aimais bien, parce qu'à la base, je t'ai dit donc en fait que mon récit, ça devait être un pur western. Donc forcément, un pur western, ça devait se dérouler aux États-Unis. Et à la base, comme je suis parti sur un pur western et que j'ai dévié après sur les crimes impossibles en me disant, bah oui, mais mon personnage, faut qu'il bouge, il a envie de bouger, etc. Et ben, ça s'est fait naturellement. En fait, mes crimes impossibles, eux, se déroulent aux États-Unis parce que mon histoire, à la base, était un western, se déroulait aux États-Unis. Ça s'est fait comme ça. Mais tu vois, par exemple, pour le prochain, un second tome, on va dire, donc qui porte toujours en filigrane, pardon, les carnets de bonne allure, il se déroulera en France, en Angleterre et en Écosse. Voilà, donc je reviens un peu aux sources, on va dire, du crime impossible. Mais ça s'est fait vraiment naturellement. C'était pas à la base, c'était pas un but en fait de faire le crime impossible, le murder mystery. C'était pas le but de le faire aux États-Unis, c'est parce qu'à la base j'écris un western. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai dévié en fait en cours. C'est génial, hein, les coulisses Oui, non de mais toutes ces histoires. en fait le fait de pas faire de plan, moi, je suis beaucoup plus spontané. Enfin, c'est-à-dire que encore une fois, c'est cliché, mais c'est mon personnage qui me guide. J'ai l'impression que, et j'ai essayé pourtant, si je faisais un plan, j'aurais pas autant de liberté. Et de toute façon, j'ai déjà essayé de faire des plans, mais déjà régulièrement au bout du deuxième chapitre, au lieu de partir à droite, je me dis non, je faut que j'aille à gauche. Donc les plans, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Et pour n'importe quel bouquin, j'y arrive pas. C'est comme ça. Et alors, tu parles de tome 2, tu parles de série. J'en En conclus fait, que tu as envie de poursuivre ce style d'écriture. En fait, ouais, en fait, là, c'est à l'envers, mais donc, sinon, en filigrane, c'est les carnets de bonne allure. Ok. Pour une bonne raison, je C'est ne à peux pas te vous l'endroit, dévoiler parce qu'on ici. n'arrête pas le progrès, et donc on le voit à Ah, c'est à l'endroit. l'endroit? Oui, Ouais, d'accord, ok. et Ok, t'as vu ça? d'accord. Donc, les carnets de bonne allure. Donc, effectivement, il y aura un second tome. Et alors, en fait, pour tout vous dire, il y en aura au moins trois, c'est sûr, parce que j'ai les idées et j'ai même les titres pour le deuxième et le troisième. Et donc, oui, voilà, c'est amené à être délocalisé, donc, comme je vous ai dit précédemment, et puis à être une série, ouais. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est bizarre hein, parce que
Pourtant, je suis contre le personnage. Je suis pas contre. Je suis pas forcément pour. Je suis pas férocement pour même les personnages récurrents. Parce que je me targue toujours. Je me dis, il faut que ce soit plausible. Et aussi bien dans les films que dans la littérature ou que dans la vie réelle. Enfin, attends, c'est pas possible qu'un seul personnage vive comme ça arrive dans plein de romans, 13 aventures incroyables et très souvent peu probables finalement. Donc je suis souvent, j'ai une gêne par rapport aux personnages récurrents. Par contre, pour cette série de romans, ça me gêne pas du tout parce que c'est des romans, je dirais, alors faut pas que ce soit pris péjorativement non plus ce que je dis, mais d'un autre temps. C'est-à-dire que de la même manière qu'Hercule Poirot a eu 80, 70 aventures, je sais plus, Miss Marple, etc. Pareil, enfin beaucoup. Je me dis, avec ce genre de personnage, avec ce genre de roman, je peux faire une série. Ça ne me dérange pas. Pareil pour le polar humoristique, parce que ça ne se réclame, le polar humoristique se réclame pas forcément d'une réalité comme on la vit tous les jours. On peut prendre des libertés. Et là, je peux prendre des libertés parce que déjà, c'est une époque révolue qu'on ne revivra pas. Et je me dis, j'aime bien l'aspect, ce qu'on appelait serial. Il y avait les Américains, ils étaient très forts pour ça. Ils faisaient plein de ce qu'on appelait des serials. C'était des épisodes de 30 minutes, voire d'une heure, etc. Il y avait Zorro, etc. Mais il y en avait plein. Et il y avait le Lone Ranger, etc. Et c'est des trucs qui... Je sais pas exactement comment le décrire, mais ça s'y prête bien, en fait. Le personnage récurrent dans ce genre de littérature. Donc voilà. Donc j'ai envie et j'ai la matière pour. Alors je suis en documentation, etc. J'ai quand même, j'ai pas mal avancé quand même sur le second, mais c'est en cours et j'ai envie aussi de faire ça. En parallèle, le thriller, etc. Hein, mais voilà. Donc c'est lancé. T'as l'envie, j'ai le sourire. Bah, écoute, on est bon là. On est bien armé. Écoute, on verra, mais ouais, j'ai l'envie en tout cas. Est-ce que Et donc, toujours dans le même style littéraire, du coup. Ce sera vraiment le même style littéraire, même si ça se déroulera quelques années après. eh ben, on a hâte. Dans les projets, donc tu parlais un thriller 2023, la suite des loups et l'agneau. Là, ouais. Et, Ouais. et puis bah, avec cette série-là, à mon avis, t'as du boulot aussi, hein, mine de rien. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont t'as envie de parler? Il y en a un dont t'as envie de parler. Je sais. J'ai un roman pré-apocalyptique, on va dire, qui est plus un roman social, entre roman social et roman noir. Mais en fait, j'ai 5 romans en cours à chaque fois. Et suivant l'avancée de chacun, suivant l'inspiration du jour, j'avance plus sur l'un que sur les autres. Donc là, j'ai privilégié, on va dire, entre guillemets, la suite du Prodige détective. Et en second, donc, viendra ce roman-là. Et ce roman-là, par contre, où je bloque, moi, c'est une de mes faiblesses, c'est-à-dire que je disais, c'est entre le roman noir, le roman social, et le roman social, franchement, je bloque très vite parce que j'ai l'impression que j'ai rien à dire. C'est emmerdant quand même. C'est un peu embêtant. Donc, j'avance pas vite sur ce. Alors, j'avance certes, mais vraiment pas vite. Et alors, j'arriverai au bout, hein, faut me faire confiance, mais il prendra à mon avis plus de temps parce que ça me vient moins facilement. Parler de la vie, alors c'est un roman contemporain, pré-apocalyptique, donc je l'ai dit, mais c'est très ancré socialement, etc. Et du coup, je rame plus, quoi. C'est moins mon ADN, mais j'avais envie aussi de ça, quoi. Mais je suis moins à l'aise finalement là-dedans. C'est Je suis moins à l'aise pour un beau défi. Un beau défi. Ouais. Et C'est pas du tout action, c'est pas du tout. J'ai bugué quand c'est tu as autre dit que chose. tu travaillais sur 5 romans en même temps, tu vois. Tu m'as perdu. Vraiment, je sais pas comment c'est possible, En mais fait, c'est chouette. oui, alors quand je dis en même temps, c'est en même temps, mais voilà, je suis pas sur mon ordinateur à me dire, enfin voilà, à écrire les 5 en même temps. C'est-à-dire que vraiment selon l'inspiration du jour. Donc là, je disais, je privilégie le deuxième détective, on va dire. Mais je passe de l'un à l'autre parce que comme ce sont tous des sous-genres différents du polar, ça me pose pas de problème. C'est-à-dire que s'ils sont vraiment différenciés, j'ai pas deux contemporains, par exemple, qui se battent en duel. Ah ben, si, pardon. Non, mauvais exemple. J'ai deux contemporains qui se battent en duel. Mais il y en a un, c'est donc le Apo, et l'autre, c'est un roman, c'est un roman de braquage qui se déroule aux États-Unis, encore une fois, mais c'est vraiment contemporain. Mais ça a rien à voir avec c'est pas un roman social, c'est un thriller, on va dire. Mais donc du coup, c'est quand même deux genres complètement différents.
Et donc, voilà, c'est vraiment ça, hein. Suivant l'inspiration, je parviens à passer de l'un à l'autre. Ouais, Eh ça me ben, pose pas de problème. Chris, si tu lances un jour une masterclass sur comment faire 5 livres en même temps, je prends parce Non, mais que... Ah mais non, mais c'est mon but, j'essaye. On en parlait avec Johan c'est aussi. pareil, tu sais, je Ah, calcule pas, mais j'ai trop d'idées. Enfin, c'est pas, non, ça fait prétentieux de dire ça, j'ai trop d'idées, c'est pas ça. Mais j'ai vraiment, à chaque fois que j'écris, des fois j'ai des idées pour des choses différentes. Alors, je les écris, et puis, fur et à mesure, je les écris et je les développe, et ça commence à former, tu vois, un espèce de synopsis qui prend l'allure d'un chapitre, et puis c'est étayé par d'autres réflexions, par d'autres... En fait, ça se passe comme ça, mais je le calcule pas, hein. Ça se fait que... Alors là, un masterclass, je serais incapable d'expliquer ça. Ça se fait, pour moi, naturellement, quoi. Euh, et Johan ouais, nous dit, je ne ressens que de la passion, pas de prétention. C'est très Non, vrai. non, mais ah bah oui, mais c'est clair. Mais de toute façon, mais toi comme moi, enfin, tous les auteurs, on est forcément des passionnés déjà pour écrire un livre de A à Z. Je pense que je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a plongé dedans, donc c'est effectivement ce que ma tante, les bouquins, etc. Et il y a certainement beaucoup d'entre vous ont connu dans les années 90 parce que c'était quand même le plein essor. Les jeux, ce qu'on appelait les jeux de rôle, l'appel de Cthulhu, Donjons et Dragons, il y en a plein, plein, plein. Il y en a eu plein. Et moi, ce que j'adorais dans ça, donc j'y ai joué pas mal, mais ce que j'adorais, c'était pas être un des personnages joueurs, c'était être le maître du jeu, celui qui déroulait l'histoire. Et finalement, c'est assez formateur parce que vous en venez à dérouler l'histoire que vous trouviez dans les magazines qui s'appelaient Casus Belli, par exemple, où vous aviez une histoire déjà faite et vous la dérouliez, et puis après vous en venez à inventer vos propres histoires. Donc c'était mon cas. Et le seul truc qui me dérangeait dans le jeu de rôle, c'était qu'il y avait une fois que votre histoire elle est finie, elle est racontée, elle est terminée. C'est-à-dire que vous la figez pas. Il n'y a pas un moment où vous vous dites, vous l'écrivez pas votre histoire, vous la racontez, vous la développez, voilà. Et en fait, ça m'a mené tout doucement finalement. C'est des jeunes comme ça vous mène à l'écriture. Et si je racontais mon histoire, et si je l'écrivais et je vous payais, voilà quoi. Au début, vous faites des trucs pas possible, mais finalement, de fil en aiguille. Mais oui, c'est une passion, clairement. Mais moi, c'est une passion. J'adore ça, quoi. Je peux pas dire autre chose. C'est vraiment une passion, ouais. Je Et parle donc, beaucoup. Ouais. mais j'avais pas mis d'heure de fin parce que je savais. Et les plans sont faits pour être changés, nous dit Johan, évidemment, pour ce que tu disais tout à l'heure. Attraction Duty, qui adore l'agence touriste, nous dit j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Mais oui, évidemment. Là, on a beaucoup de mêmes références. Hein. J'avais envie de t'entendre, enfin tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais c'est pour terminer en beauté, parce qu'il est tard et je t'ai promis qu'on n'allait pas durer toute la nuit quand même. Non, mais il n'y a pas de problème. Sinon Ah ouais, mais comme dirait, parce que Attraction Duty nous dit, on pourrait écouter Christophe des heures, c'est ça le problème, et c'est que moi aussi... Mais je pense que je vous saoulerai, hein. Non, mais je vous saoulerai à force. Mais c'est gentil. En fait. Mais déjà sur Discord, hein, je sais pas si tu te souviens, on avait terminé super tard. Oui. Mais qu'est-ce que c'était chouette. J'avais sorti mes poubelles au milieu de la nuit à cause de toi, mais oui. Et je m'en souviens encore. J'avais sorti mes poubelles à 3-4 heures du matin parce que monsieur Christophe, avec Émilie Ancio, refaisait le monde de l'édition. Aïe. Là, on se prêtait au jeu, et puis finalement, quand t'es parti dans une conversation, puis c'est des sujets qui nous portent, qu'on aime, moi, honnêtement, j'en parlerai des heures, mais je sais que je peux saouler mon monde, hein, j'en ai conscience. Mais quand t'es passionné, t'es passionné. À la limite, faut mieux être passionné que timoré ou que voilà. C'est bien d'être passionné quand même, moi je trouve. Mais après, ouais, on a envie de parler de ce qu'on aime, ouais. C'est Et merci à Dirty Barbouze qui sort du lurk juste pour nous souhaiter une bonne nuit. Merci beaucoup pour la force. Merci pour la force, jeune homme. On en a bien besoin, et toi aussi, et on va continuer parce que Dirty est aussi un streamer sur Twitch qui se bat avec Twitch pour devenir partenaire, il le mérite. Et donc merci beaucoup d'être passé ici, ça me touche beaucoup. Je disais, on pourrait en parler longtemps, mais voilà, Super Kiko et son nouveau robot vous mettent le lien vers la chaîne de Dirty Barbouze. Il fait des super afters, après le boulot ça fait toujours plaisir, on rigole beaucoup. Oui, si, vraiment. Et donc je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine cigogne dont tu aimerais parler
Oui, pourquoi Tu pas. vois, Dirty, moi je fais des afters, mais after. Donc je pense qu'on est parti jusqu'au bout de la nuit, ce qui fait que je serai en retard à la matinale de Sean, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux. Euh, je vais mettre l'affiche de ce salon merveilleux. Pardon, Caroline, je retire un tout petit peu la couverture, tu ne m'en voudras pas, pour mettre l'affiche de la cigogne noire. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire un mot, puisque c'est très très bientôt. En fait, c'est demain, ou Ouais, presque. le 11 septembre. Oh oui, Ouais. c'est tout Ouais, proche. ouais, on est quoi là? On est combien le 18? Ouais, ouais, bah c'est dans 3 semaines, enfin 3 semaines, ouais. Le 11 septembre donc 2022 aura lieu la seconde édition du salon de la Cigogne Noire, donc qui est un salon du polar. Donc fort d'une première édition qui s'est très bien passée avec une assez forte affluence, bah, on a réitéré une seconde fois, donc là on a une soixantaine d'auteurs, donc c'est beaucoup, même un peu trop à mon avis, mais ça sera bien quand même. Et donc voilà, on vous attend en tout cas le 11 septembre, il y aura des animations, il y aura même une murder party la veille au soir, donc oui, je dis aussi où ça se déroule, c'est près de Caen, donc dans le Calvados, en Normandie, pour nos amis belges qui nous écoutent, donc je sais que ça fait un peu loin. Quoique Frédéric vient, lui. Oui, j'ai de la Et, place dans la et donc, voiture, si vous voulez. ouais. Et c'est dans une petite commune qui s'appelle, ça va vous faire rire, Moult Chicheboville. Donc Moult Chibouille, comme pourrait dire Salvatore, il dit Chibouille, Salvatore Mini, pardon. Et Chichebouille. Ah oui. on peut le décliner, hein, ouais, il n'y a pas de problème. Et donc il y aura des tables rondes, il y aura une pièce de théâtre animation pour enfants. Et donc j'avais dit une murder party donc la veille, le samedi 10 au soir à 18h, et puis donc le lendemain, il y a des dédicaces auteurs toute la journée, plus donc les tables rondes et une pièce de théâtre pour les enfants, et puis différentes animations avec la police qui sera là, etc. Donc ce sera assez festif, on attend pas mal de monde, et puis ouais, ce sera bien, en espérant qu'il fasse plus ou moins beau, alors pas trop, parce que les gens vont à la plage, mais pas non plus un temps pourri, parce que les gens restent chez eux. Non, ça devrait bien se passer, ça va être sympa. Et puis on va revoir Et... des amis, hein, Frédéric. Ah bah, moi j'y serai avec grand grand plaisir. Ouais, La Normandie, c'est pas trop loin. Et alors, moi, rien que pour passer sur le pont de Normandie, ah oui, oui, bah oui. Au Havre, ouais, c'est c'est assez tellement beau. Je sais pas magnifique. si vous êtes déjà passé par là, mais la première fois, c'était pour aller à Moult Chicheboville. Chichebouille, merci Sal. Je n'oublierai jamais ce passage. Mais ça, non, Ah, mais c'était non, parfait. non plus. Mais honnêtement, j'ai voulu faire un frein à main sur le pont tellement c'était beau. Mais après, je me suis dit, non, pas une bonne Ah, idée. t'as pas le droit. Pas une bonne idée du tout. Je dis que j'ai de la place, mais c'est plutôt dans le coffre, hein. Donc faites gaffe quand même si je vous embarque. Mais on va covoiturer ou Ça pas. dépend après, ça dépend après si tu veux avoir un problème avec les flics ou pas, quoi. Mais Ah sinon, bah attends, c'est possible. apparemment il y a un très bon golf à Étretat. Donc bah oui, pourquoi Oui, pas, il y a écoute. plein de golf chez nous, hein. Il y a plein de golf. En fait. Mais donc Normandie et beaucoup d'auteurs. Je pense que là vous avez craqué. Ouais. Mais la salle Bah, il y aura multi... tous les genres de polar représentés, hein, les sous-genres de polar, et il y a du polar jeunesse, et pour la première fois, donc c'est que la deuxième édition, et cette année on aura aussi des auteurs de BD, dont Michel Monteillet par exemple, qui avait fait la trilogie du mal avec Maxime Chatham, en BD, en bande dessinée. Et donc on a un pôle BD, donc il n'y a pas beaucoup d'auteurs, mais il y a 5 auteurs, un pôle jeunesse, à peu près pareil, et puis donc 40 auteurs de polar adultes. Et la marraine du salon cette année est Daniel Thierry, donc qui sera évidemment présent, qui participera à l'une des tables rondes. Et que vous voyez sur l'affiche. Vraiment, bah déjà à découvrir, merveilleuse. Et puis très chouette personne avec qui parler. Elle est très Euh, gentille, adorable. Et puis on me glisse dans l'oreillette, puisque vous ne pouvez pas vous en empêcher. Pourquoi un auteur avec 5 romans en cours se lance dans la co-organisation comme ça d'un salon? Mais où vas-tu Non, chercher le oui, temps déjà? Mais non, mais quelle était l'idée c'est pas... en te lançant là-dedans? Attends, je vais remettre mon chapeau de CH de Burg. Non, en fait, à la base, c'était pas un souhait de ma part. En fait, il faut savoir que dans notre région, en Normandie, en général, on a beaucoup de salons généralistes, mais peu de salons du polar, voire pas de salons du polar. On en a un qui est finalement pas très loin de chez nous, qui a lieu en février, qui s'appelle Bloody Fleury, mais qui est devenu finalement un festival plus événementiel qu'un salon du polar.
n'y a pas beaucoup d'auteurs et c'est plus sur de l'affichage, etc. Donc voilà, donc, finalement il y avait un créneau à prendre. Pardon. Mais en fait, la mairie, je vais tout vous dire. J'ai une voisine qui travaillait à la mairie qui m'a dit, bah écoute, la mairie se demande si ce serait pas viable de faire nous un salon du livre. Donc, elle m'a demandé, donc elle me laissait évidemment en tant qu'auteur, c'est ma voisine. Je dis bah ouais carrément et tout. Donc voilà, j'ai eu des rendez-vous avec les gens de la mairie et puis je leur ai proposé moi évidemment un salon du polar et pas un généraliste, puisqu'il n'y avait pas de salon de polar donc dans la région. Et ben voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé co-organisateur, donc on est 3 là. Et puis bah voilà, ça se passe plutôt pas mal. Et puis il faut que ça dure, parce que ce qui est bien aussi, c'est un grand mot hein, de dire que d'amener les gens à la culture, mais mine de rien, je sais que c'est compliqué de faire bouger les gens, et a fortiori pour des salons du livre. Donc je me dis, le genre polar, quand même, c'est un genre fédérateur. Je crois qu'en France, 80% des gens qui lisent, c'est du polar. Donc voilà, pour moi, c'était pertinent de faire un salon du polar, qui est à proximité d'une grande ville, donc Caen, hein, il y a 200 000 habitants. Donc voilà, donc le temps, finalement, on le trouve. Hein. Après, c'est pareil, c'est du plaisir, quoi. Finalement, c'est périphérique à l'écriture. Ça, on reste dans le polar, je reste dans le polar, donc c'est quand même mon truc. Puis ça prend pas tant de temps que ça finalement, quoi. Non, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. On sera content en tout cas de vous accueillir. Moi j'ai vraiment hâte déjà de retrouver tout le monde et toi aussi évidemment en particulier. On va beaucoup rire, je le sens, dans la salle multi-raquette. En fait ce nom, je l'oublierai jamais, tu vois. Ça me fait rire en fait d'aller dans la salle multi-raquette, ça me fait marrer, je sais pas te dire pourquoi. Et le truc, mais pas du tout en Belgique à mon avis, ou alors je suis à l'ouest, mais et du coup j'ai Vous appelez ça comment en Belgique? La salle de sport? Non. Salle de quoi? Le hall omnisport ou un truc comme ça. Tu vois. Ou gymnase, ouais. Ouais, ou gymnase, voilà. Hall omnisport, je crois que c'est plus fréquent. Non, salle multi-raquette, pour moi qui ai beaucoup joué avec plein de raquettes, en fait, c'est un nom que j'oublie pas. C'est un nom que j'oublie pas. Et donc, Cigogne égale la salle multi-raquette. Je serais pas capable de le faire avec tous les salons où j'ai été. Mais avec le tien, si. Tu vois, et donc c'est... Non, vraiment, on a hâte, il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Je sais pas si nous, on a le droit de participer à la murder du samedi. Parce que je sais plus à quelle heure on arrive, mais il faut qu'on soit là à l'heure pour la murder. Alors, c'est à 18h. Ouais. Faut être là un peu avant, évidemment, mais sinon, auteurs et lecteurs peuvent participer sans problème. Hein. Je vais un peu regarder comment on fait les trajets et tout, mais non, beaucoup d'activités, il y a de quoi faire pour les enfants, il y a de quoi faire pour les grands, et on vient voir si t'es toujours en vie. Salut. Bienvenue sur Twitch. Tu vas te coucher? Ouais. Non, je vais aller me baigner avec maman. Ah, tu vas te baigner? Chez vous aussi, il fait horriblement chaud. D'accord. Mais vous avez bien raison. C'est important, la famille, et puis ils te permettent d'écrire plein de livres, et ça c'est cool. Ouais, et puis en fait, je suis gâté, hein. J'ai une pièce à part, vraiment, où quand j'écris, j'écris, quoi. C'est-à-dire que personne... ils savent, quoi. Ils savent, voilà, venez pas me déranger les enfants. Mais bon, après, voilà, je suis très sociable, hein, sinon. Mais il me faut une bulle, en fait, pour écrire. Je peux pas écrire... Je sais qu'il y a des auteurs, et je sais pas comment ils font, ils écrivent dans le train. Jacques Saucé, par exemple, il se crée sa bulle. Moi, j'y arrive pas. Il faut que je sois dans mon environnement. Ouais, en fait. Je sais pas. Allez, moi je fais des curiosités ce soir, parce qu'il est tard, alors on peut... Il y a quoi dans ta... C'est quoi ton environnement? T'as de la déco? C'est dommage. Là, j'y suis pas, en fait, dedans. Je suis dans le bureau. Ouais, j'ai de la déco. J'ai une vieille machine à écrire, Underwood, hein, des années 40. J'ai des maquettes, j'ai des affiches, j'ai des vieilles affiches de The Strand, en fait, le journal de Sherlock Holmes, avec... c'est bête, il aurait fallu que je me... Ah, mais je peux pas. J'ai un grand bureau, j'ai plein d'étagères avec de la documentation, j'ai plein d'étagères avec plein de bouquins. Là aussi, j'ai plein d'étagères. Là, j'ai plein d'étagères avec plein de bouquins aussi partout. Là. Ouais, donc c'est ma bulle, quoi. Mais j'ai de la musique aussi, si je peux en mettre. C'est ton petit cocon pour écrire. Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça. ouais. Mais ouais, j'ai besoin. Toi, t'as pas besoin, toi, d'un environnement entre Alors, guillemets propre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas si, si, j'en ai de besoin, parasites. oui. C'est bien pour ça que j'écris pas beaucoup pour l'instant d'ailleurs. Oui, j'en ai besoin, vraiment. Je le découvre avec le temps, mais oui, je pense que je vais devoir m'organiser, je ne sais pas comment. Mais oui, j'ai besoin, effectivement. Donc ça me parle. Après, chacun a ses méthodes. Comme toi, je connais des auteurs qui écrivent au café entourés de bruit. Parce que c'est vrai qu'un très très bon auteur que je vous conseille de lire, Johan Ninforge, me disait très récemment que quand tu es interrompu, ça peut nourrir aussi ce que tu es en train de faire. Ça peut te sortir de ce que tu es en train de faire, mais ça peut aussi le nourrir. Ça dépend comment tu vois les choses. Et que parfois ça peut t'énerver, parfois ça peut... Voilà. Et moi je suis un peu comme toi. Moi, ça ne m'énerve pas, je suis assez zen, mais ça m'enlève vraiment le peu de concentration que je pouvais avoir. Et donc c'est vrai que moi je suis un peu comme toi, j'ai besoin d'un coin à moi, mais ça c'est pas toujours facile et faisable. Cher ami, c'est une belle heure, je trouve. Bah ouais, écoute, on a fait quoi, minuit là? Il est minuit là, ça? Ah ouais, mais pile poil. Non, pas encore. Donc il y a encore le mot de la fin. Bon, encore une minute, ouais. Les bulles peuvent se transporter. Christophe, je te laisse évidemment, toi aussi, le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte qui est la tienne. Que souhaites-tu nous dire pour conclure cet échange passionné sur ce livre que j'ai adoré? Ah bah c'est gentil. Non, vraiment c'est gentil. Bah écoute, j'ai adoré déjà de faire ce Twitch avec toi, d'avoir été invité par toi. Et que tu es quelqu'un évidemment, enfin tu sais bien hein, que j'adore. Et puis ce que je trouve bien dans ce format, dans Twitch, et comme dans Discord avant, même si malheureusement je pouvais pas écouter ou voir autant que je le voulais à cause de mes horaires, ce que j'aime bien, c'est un espèce de rôle de passeur en fait. Alors, je sais pas si tu en as conscience, mais vraiment, alors c'est pas pour lancer des louanges, etc. C'est vrai, quoi. Tu sais, en off, l'autre fois, on parlait de l'empathie et tout, et ça se ressent, quoi. Ça se ressent vachement. Tu fais beaucoup pour nous autres, c'est clair, et ça se voit, et c'est bien, quoi. Enfin, c'est beau de voir ça. Moi, j'adore, et donc, je te remercie beaucoup pour ça, quoi. On voit bien que t'es dans l'empathie, comme on parlait de ça l'autre fois, mais ça te correspond, mais 1000%, quoi. Et donc, Frédéric, du fond du cœur, encore merci pour la visibilité, je vais y arriver, que tu nous donnes. Et puis, la manière dont tu amènes les questions, t'es posé, voilà, quoi. Enfin, bon, on dirait que je suis amoureux, hein, c'est pas le cas. Ou alors c'est platonique. Je suis pris, désolé. Du fond du cœur, merci. Non, mais vraiment, faut le dire quand même, quoi. C'est vrai. Donc, faut le dire quand c'est bien, quand c'est. Donc, merci beaucoup, vraiment. Mais merci à toi, ça me touche beaucoup. Puis le chat enchaîne pour me faire pleurer, vous êtes des fous. Ça me fait plaisir. Les passeurs, Fredo 4 de Couvoué, on en parlait aussi quand tu es venu. Ça se ressent très très fort. Oui, en effet, merci, nous dit Johan. Alexandra de Moult, un nom que je connais et qui me manque. Coucou les garçons, merci pour la pub. Coucou Alexandra. Eh bien, merci pour ce premier message dans le chat, ça me fait plaisir. Et pour te répondre brièvement, c'est avec vraiment beaucoup de passion que je fais ça. J'adore ça, c'est des soirées que j'adore. Je dis souvent que ce sont mes récréations, mais mon but maintenant, c'est que ça existe. C'est le côté un peu perfection, on en parlait avec Johan tout à l'heure. Je me dis, ce que vous avez fait ce soir en venant... Voilà, expliquer comment vous travaillez, en venant un peu expliquer vos projets, vos doutes, les certitudes aussi parfois, en venant avec des objets complètement insolites, hein, comme ces livres incroyables. On ne sait pas ce qu'on va prendre en les lisant, en regardant la première page, et puis on prend une claque parce que on se dit mais il l'a fait, c'est dingue, ou toi, mais tu m'as ramené en 1910, 1920, tu m'as fait croiser Houdini, vous êtes des cinglés en fait. Et moi je me dis j'ai de la chance de pouvoir vous donner la parole, je vous rencontre ailleurs et puis je me dis ce serait con de pas en faire profiter les autres. Donc voilà, je mets tout ça en place. Ici il y a la frustration que ouais, vous méritez plus de gens en fait, simplement. Ici
Et c'est pas tellement pour moi, mais j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de monde ici pour voir à quel point vous êtes des gens passionnants. Je le dis pour Johan et pour toi et pour tous les gens géniaux que j'ai pu écouter ici et interviewer. Fred aux quêtes de couve aussi, Houdini il adore. Et ben écoute, ce livre, je sais pas si tu l'as lu, Le prodigieux détective, mais c'est un pur kiff. Il y a tous les genres dedans. Et c'est pas imbuvable, c'est incroyable. C'est de la magie, hein, finalement, que CH Duburg nous offre. Merci à toi pour ta patience, pour avoir débordé. Mais oui, parce qu'évidemment, on n'allait pas finir à l'heure. Vous avez vu comme j'avais subtilement pas mis d'heure de fin? Je sais pas. Mais il y a un truc, je vous jure, il va falloir que j'y travaille à ce truc de timing et de retard. Et c'est incroyable, quoi. Je me refais pas d'une fois à l'autre, je m'engueule à chaque fois. Oui, je vis les choses avec moi-même beaucoup. Mais voilà, ici, je vais vraiment essayer de réfléchir à comment faire venir plus de monde. Parce que vous le méritez. Et plus on est de fous, plus on rit. Je te souhaite le meilleur avec ce livre, avec tous les autres aussi. Surtout, continue. Bah, de toute façon, on se revoit très vite. On se revoit très vite. Merci beaucoup pour tes mots et pour ton émission. Mais c'est un petit ovni. Hein. Je vous conseille vraiment de découvrir ce retour à ces meurtres impossibles qui sont possibles quand même, finalement. Il y a peut-être des trucs et astuces à prendre, hein, si vous voulez, dans le livre. Je dis ça, je dis rien. Mais moi, je l'ai lu sur la plage. Donc le côté western, c'était cool, parce que j'avais du sable autour de moi. Du sable, ouais. Ah ouais, c'est parti comme ça, mais je l'ai lu très très vite. Un pur bonheur. J'étais ravi de t'avoir avec moi. Alors, avec un chapeau en plus, que demande. Ouais, essayer de faire couleur locale, on va dire. Que demande le peuple.